Voici de quoi donner à réfléchir. Même au XXIe siècle, il existe encore des bouts de terre presque impossibles à atteindre. Certains demandent encore des semaines de voyage rien que pour s'en approcher, et les derniers mètres suffisent à faire rebrousser chemin même aux marins les plus aguerris. Pour la plupart d'entre nous, le plus près qu'on en arrivera jamais, c'est en zoomant dessus sur une carte satellite. Alors, voici le classement des îles les plus difficiles à atteindre sur toute la planète. À la troisième place de ce classement, une île choisie volontairement par des fugitifs, précisément parce qu'elle était isolée, mal cartographiée et presque impossible à localiser. La quatrième place est entourée par l'une des plus fortes concentrations de requins au monde, et le seul moyen d'accéder à la terre ferme est une échelle métallique boulonnée à une falaise verticale, battue par une mer démontée du Pacifique. Le nom de la sixième île tombe si juste qu'on comprend tout en découvrant le sort des naufragés qui s'y sont retrouvés piégés. La huitième île n'a été foulée que 2 fois dans toute l'histoire connue, et une bonne partie de ce qu'on peut y voir aujourd'hui n'existait même pas la dernière fois que quelqu'un y a posé le pied. Quant à la dernière île de ce classement, aucun débarquement humain n'y a jamais été confirmé, ce qui en fait sans doute l'un des derniers bouts de terre sur Terre où personne n'a jamais mis les pieds. Mais commençons par la première. En plein Atlantique Nord, une petite masse rocheuse verdoyante jaillit presque à la verticale de la mer. Pour atteindre son plateau, tout dépend d'une mer calme, de cordes et d'une escalade sur une roche glissante. Et pourtant, des gens continuent de tenter le coup, pour une seule raison, un troupeau de moutons qui vit tout en haut. C'est notre île numéro 1, l'Itla Dimon, la plus petite des îles principales de l'archipel des Féroé, avec moins d'1 km² de superficie. Malgré sa taille minuscule, elle s'élève à environ 414 mètres au-dessus de l'océan, et presque toute sa partie basse n'est que falaise à pic. Vue d'en haut, on dirait une plateforme verte flottant dans les airs, souvent enveloppée d'un seul nuage posé pile sur son sommet. Mais en s'approchant, le problème saute aux yeux. Pas de port, pas de plage, presque nulle part où accoster un bateau. Aucune liaison régulière ne dessert l'île. Pour y arriver, il faut une mer d'huile, une petite embarcation et une approche minutieusement calculée au pied des falaises, suivie d'une montée à la corde jusqu'au plateau. Les gens continuent malgré tout, parce qu'environ 280 moutons vivent là-haut. L'île appartient à des familles privées d'un village voisin, dont les ancêtres l'ont achetée aux enchères au XIXe siècle. Chaque année, des éleveurs traversent l'eau pour rassembler le troupeau, et redescendre les bêtes est une opération qui paraît presque insensée. Une quarantaine de personnes se rendent sur place, montent sur le plateau, se déploient en ligne et rabattent les moutons vers un enclos près de la pointe nord. Chaque bête est attrapée, ligotée, puis placée dans un filet, parfois à 5 à la fois, avant d'être descendue le long de la falaise à la corde jusqu'à de petites barques à rames qui attendent en contrebas. Ces barques amènent ensuite les moutons vers un bateau plus grand qui les ramène chez eux. Les moutons de cette île ne sont pas totalement domestiqués. Ce sont des bêtes semi-sauvages, façonnées par des générations passées sur un terrain escarpé, dans un vent constant et presque aucun abri, apprenant à se déplacer sur les falaises et à trouver de quoi paître dans des conditions extrêmes, avec très peu d'intervention humaine. L'Itla Dimoun est assez proche pour qu'on la voie depuis d'autres îles habitées, et pourtant, atteindre son sommet exige toujours des cordes, une mer calme et l'accord de l'océan. Et une fois là-haut, c'est la mer qui décide du moment où on peut repartir. De l'Atlantique Nord, direction la mer d'Andaman, où une petite île volcanique se trouve à des centaines de kilomètres de la terre ferme la plus proche. Y accéder est difficile, l'accès y est strictement contrôlé, et toute une espèce d'oiseau spectaculaire n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Voici l'île numéro 2, Narcondam, un cône volcanique qui culmine à environ 710 mètres au-dessus de la mer, à quelques 240 km au nord-est du port le plus proche. Vue d'en haut, elle ressemble à un minuscule cône vert perdu en pleine mer. L'île entière fait moins de 7 km² et il faut une expédition autorisée pour rejoindre l'un des recoins les plus isolés de la région. Les touristes n'ont pas le droit d'y débarquer. Les visites scientifiques y sont rares et la seule présence humaine permanente se résume à un petit poste de police près de la côte. Mais Narcondam est un inconnu dans le monde entier pour une chose qui n'existe nulle part ailleurs, le Calao de Narcondam. Toute son aire de répartition sur la planète tient dans un espace plus petit que beaucoup d'aéroports internationaux, la plus restreinte de tous les Calaos d'Asie. Pendant des milliers d'années, l'oiseau a évolué sans aucune installation humaine permanente à proximité. Puis, à la fin des années 1960, un poste de police a été installé sur l'île, et les agents en poste ont amené des chèvres avec eux. À la fin des années 90, des centaines de chèvres erraient librement, dévorant les jeunes pousses et empêchant des pans entiers de forêt de repousser. Des arbres ont aussi été abattus pour construire le poste, ainsi que pour le bois de chauffe et de petites plantations, tandis que des calaos étaient parfois chassés pour être mangés. Une poignée d'animaux et un petit avant-poste ont suffi à transformer le seul habitat que cet oiseau ait jamais connu.
Les chèvres ont fini par être retirées, la chasse a été interdite et la population de Calaos a commencé à se rétablir. Mais l'isolement de l'île a créé un nouveau problème. Sa proximité avec des routes maritimes très fréquentées et avec un pays voisin en a fait un site stratégiquement intéressant pour la surveillance. Les autorités ont proposé d'y construire un radar côtier, ce qui impliquait de défricher une partie de la forêt à l'intérieur d'un sanctuaire protégé. D'un côté, on cherchait la sécurité. De l'autre, les défenseurs de l'environnement avertissaient qu'endommager ne serait-ce qu'une petite zone pourrait menacer une espèce qui n'a aucune population de secours ailleurs sur la planète. Narcondam reste difficile d'accès à cause de la distance, de son statut protégé et du contrôle gouvernemental strict, et pour le Calao, cette île minuscule est tout son univers. De la mer d'Andaman, direction le Pacifique Sud, vers une île tellement isolée qu'elle a été choisie exprès comme cachette. Et pendant des années, sa position réelle a été mal indiquée sur les cartes, et c'est précisément cette erreur qui a permis à un groupe de fugitifs de disparaître du monde. Voici l'île numéro 3, Pitcairn, seule au milieu du Pacifique Sud, à environ 2170 km au sud-est de Tahiti. Vue d'en haut, elle ressemble à un minuscule point volcanique perdu dans un océan quasi vide. Il n'y a pas d'aéroport. Pour y arriver, il faut d'abord prendre l'avion jusqu'à Tahiti, puis un autre vol avant une traversée en bateau ravitailleur d'environ 32 heures, sur un navire qui n'embarque que 12 passagers à la fois. Et même après tout ça, le débarquement n'est pas garanti. Les bateaux jettent l'ancre au large et les passagers transbordent sur des embarcations plus petites ou des baleinières locales pour le dernier tronçon jusqu'à la baie. Si la mer devient trop mauvaise, le capitaine peut tout simplement annuler le débarquement et repartir avec tout le monde encore à bord. Cette côte hostile est exactement ce qui a fait de Pitcairn une cachette idéale. À la fin du XVIIIe siècle, un équipage mutiné s'est emparé de son navire, a abandonné son capitaine et les marins restés loyaux à la dérive et est devenu fugitif de la justice maritime. Leur meneur avait besoin d'un endroit reculé, fertile et difficile à trouver. Pitcairn avait déjà été découverte des années plus tôt, mais sa position avait été mal reportée sur les cartes, à des centaines de kilomètres de son emplacement réel. Après 2 mois de recherche, les mutins ont fini par la trouver au début de l'année 1790. Ils ont débarqué bétail, outils, vivres et tout ce qu'ils pouvaient emporter, puis ont échoué leur navire dans la baie et l'ont brûlé pour qu'aucun bateau de passage ne puisse jamais révéler où ils se cachaient. L'île les a gardés cachés pendant 18 ans, mais l'isolement a fini par transformer leur refuge en piège. Des conflits ont éclaté entre les mutins et les insulaires qu'ils avaient amenés avec eux. Meurtres, vengeance, alcool et suicide se sont enchaînés. En moins de 10 ans, il ne restait plus qu'un seul des mutins d'origine encore en vie. Pitcairn les avait protégés de la marine. Elle n'a pas pu les protéger les uns des autres. De Pitcairn, on traverse le Pacifique jusqu'à une île au large de l'Amérique du Sud qui semble presque impossible à fouler. Pas de plage, pas de baie abritée, presque nulle part où un bateau pourrait s'arrêter, et des falaises qui plongent directement dans une mer agitée, grouillante de milliers de requins. Voici l'île numéro 4, Malpelo, un rocher volcanique nu qui émerge du Pacifique oriental à environ 490 km de la côte. Vue d'en haut, elle ressemble au sommet exposé d'une chaîne de montagnes englouties. Son point culminant avoisine les 300 mètres et presque tout le littoral est une roche verticale. Les eaux environnantes abritent certains des plus grands rassemblements de requins jamais recensés. Des groupes de plus de 300 requins marteaux ont été observés près de l'île, tandis que les bancs de requins soyeux peuvent en compter des milliers d'individus. Des requins baleines, des requins des Galapagos et de rares espèces des grands fonds traversent également ce sanctuaire. Des plongeurs parcourent dans des centaines de kilomètres en pleine mer pour rejoindre ces eaux, mais plonger au pied de Malpelo et réellement poser le pied dessus sont 2 défis totalement différents. Pas de plage, pas de baie abritée. Le point d'accès officiel est un bras métallique qui dépasse d'environ 15 mètres de la falaise, avec une échelle suspendue au-dessus de la houle du Pacifique. Un petit bateau doit se maintenir juste en dessous pendant que les vagues font monter et descendre le pont. Les visiteurs s'agrippent à l'échelle, se détachent du bateau en mouvement et grimpent la roche escarpée jusqu'à un petit poste naval. Même les expéditions autorisées peuvent se retrouver piégées. Une équipe de recherche prévoyait de passer 2 heures sur l'île. Au moment de repartir, la mer était devenue trop agitée pour redescendre l'échelle en sécurité. Ils ont tenté leur chance 3 fois, sans succès, et ont finalement passé la nuit sur Malpelo, en attendant que l'océan se calme. Malpelo est cerné par des milliers de requins, des centaines de kilomètres de mer ouverte et des falaises équipées d'une seule échelle métallique. Atteindre l'île, c'est déjà difficile. En repartir peut l'être encore plus. Des eaux infestées de requins du Pacifique oriental, on file à des milliers de kilomètres jusqu'à l'Atlantique Sud.
La prochaine île est si reculée qu'y accéder demande d'organiser une expédition scientifique presque impossible à mettre sur pied. Mais sa plus grande menace, elle, est arrivée par accident, cachée à bord de bateaux humains. Voici l'île numéro 5, Gough, située à environ 2700 km à l'ouest du port le plus proche, dans l'une des zones les plus désertes de l'Atlantique Sud. Vue d'en haut, elle ressemble à une masse montagneuse escarpée, cernée de falaises et de mers ouvertes. Il n'existe aucune liaison publique pour s'y rendre. Le seul accès passe par une expédition de ravitaillement annuelle qui transporte l'équipe de relève et tout ce qu'il faut pour faire tourner une station météo pendant une année de plus. Cet isolement est justement ce qui a fait de Gough l'une des colonies d'oiseaux marins les plus importantes de la planète. Puis, à un moment donné, au XIXe siècle, quelques souris domestiques sont arrivées par accident à bord de navires de passage. Sans prédateurs naturels et entourés de millions d'oiseaux nicheurs, les souris se sont répandues sur toute l'île et ont découvert une source de nourriture qu'aucune souris ordinaire ne devrait pouvoir exploiter. Les poussins d'albatros. Un poussin d'albatros de Tristan peut peser jusqu'à 10 kilos. Les souris grimacent sur eux la nuit, leur mordent la peau et reviennent sans cesse se nourrir sur les plaies ouvertes. Certains poussins survivent plusieurs jours avant de finir par mourir d'hémorragie ou d'épuisement. Les chercheurs estiment que les souris détruisent donc chaque année plus de 2 millions d'œufs et de poussins d'oiseaux marins sur Gough. Avec le temps, elles se sont même mises à s'attaquer à des oiseaux adultes. Au début des années 2020, les chercheurs ont confirmé la mort du premier albatros de Tristan adulte tué par des souris, laissant son poussin exposé aux mêmes prédateurs. Cette même année, des défenseurs de l'environnement ont lancé une vaste opération d'éradication. Des hélicoptères ont répandu des appâts empoisonnés sur toute l'île, et pendant plusieurs mois, ça a semblé fonctionner. Puis une caméra de surveillance a repéré une souris encore en vie. D'autres ont suivi, la reproduction a repris, et la population a recommencé à grimper. Envoyer une équipe sur Gough demande un navire dédié à cette seule mission, des hélicoptères, des mois de préparation et de rares fenêtres météo favorables. Les souris, elles, y sont arrivées par pur hasard, et plus d'un siècle plus tard, on n'arrive toujours pas à s'en débarrasser. De l'île Gough, direction l'océan Austral, vers une petite île au sud de la Nouvelle-Zélande. Ces côtes ont détruit des navires, laissé des équipages entiers échoués et piégé des naufragés loin des provisions de secours censées justement les sauver. Son nom ne pourrait pas mieux lui aller. Voici l'île numéro 6, l'île Disappointment, à environ 475 km au sud de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Vue d'en haut, elle ressemble à un petit rocher verdoyant à côté d'une île voisine bien plus grande. Mais ses falaises occidentales font directement face à l'océan Austral, où déferlent d'énormes lames de fond que presque rien ne vient freiner avant. Même les scientifiques ont du mal à y débarquer. Les expéditions dépendent projetant d'étroites fenêtres météo et une mer agitée peut annuler toute l'opération avant même que quiconque atteigne le rivage. Les visiteurs ordinaires n'ont tout simplement pas le droit d'y débarquer. Et pourtant, l'île est loin d'être vide. C'est le principal site de reproduction de l'albatros à Cap-Blanche, avec environ 85 000 couples reproducteurs qui recouvrent ses pentes pendant la saison de nidification, tapissant des pans entiers de l'île d'oiseaux. La colonie est si immense qu'on peut la repérer depuis les bateaux qui approchent, bien avant d'arriver. Mais le nom existait bien avant que les scientifiques ne se mettent à compter les albatros. Les premiers chasseurs de phoques l'ont baptisé ainsi, après avoir découvert une côte quasiment inutilisable, et une chasse bien pire que ce qu'ils espéraient en. Puis, au début du XXe siècle, le nom est devenu encore plus juste. Un navire s'est fracassé contre les falaises en pleine tempête glaciale. Les survivants ont atteint la terre, mais les provisions de secours destinées aux naufragés étaient entreposées à environ 8 km de là, sur une île complètement différente. Ils ont fini par fabriquer de petites embarcations avec des branches et de la toile récupérée, et ont traversé l'eau libre pour les rejoindre. Aujourd'hui, l'île Disappointment reste cernée de mer déchaînée, fermée aux visiteurs ordinaires et accessible seulement quand l'océan austral le permet. Le nom a commencé comme une plainte. L'île a passé les 2 siècles suivants à le mériter pleinement. De l'océan austral, on file jusqu'au milieu de la mer de Bering, où une autre île inhabitée se trouve à des centaines de kilomètres de la première colonie humaine. Des gens y ont un jour débarqué, y ont laissé un petit troupeau d'animaux, et ont déclenché sans le vouloir l'un des effondrements de population les plus étranges jamais documentés. Voici l'île numéro 7, l'île Saint-Mathieu, seule au milieu de la mer de Bering, à plus de 320 km du village le plus proche. Vue d'en haut, elle ressemble à une longue bande de toundra entourée d'un océan vide. Pour y accéder, il faut un navire dédié à cette mission. Et même les chercheurs attendent parfois des années avant d'avoir une nouvelle occasion d'y retourner. Cette difficulté d'accès est justement ce qui a transformé l'île en lune, des expériences naturelles les plus étranges jamais enregistrées. Au milieu des années 1940, une station de navigation y a été ouverte en pleine guerre.
19 hommes y ont été affectés et 29 rennes ont été livrées par barge comme réserve alimentaire d'urgence. Mais la guerre a pris fin peu après, la station a fermé et les hommes sont partis sans avoir abattu un seul renne. Les animaux ont hérité d'une île tapissée de lichens épais, sans grands prédateurs et sans personne pour réguler leur nombre. Quand un biologiste y est arrivé à la fin des années 1950, il a compté environ 1350 rennes. La plupart paraissaient si grands et en bonne santé, entourés de nourriture en abondance, mais le terrain montrait déjà des signes d'usure. Il n'a pas pu retourner sur place avant 6 ans. À son retour, au début des années 60, le troupeau avait explosé pour atteindre environ 6000 bêtes, une densité ahurissante pour la taille de l'île. Le lichen avait disparu, les jeunes naissaient de plus en plus petits, et tous les signaux d'alarme étaient au rouge. Puis l'île est de nouveau sortie du champ d'observation. Quand les chercheurs sont revenus quelques années plus tard, Saint-Mathieu était jonché de squelettes. Il ne restait que 42 rennes, 41 femelles et un seul mâle au bois difforme. Aucun faon. La surpopulation avait anéanti les réserves de nourriture et un hiver d'une rudesse exceptionnelle a achevé l'effondrement. La dernière femelle survivante est morte au début des années 1980. 29 rennes avaient débarqué sur une île que presque personne ne pouvait visiter. Ils se sont multipliés jusqu'à environ 6000, puis un par un, ils ont tous disparu. De la mer de Bering, direction l'un des territoires les plus isolés de l'hémisphère sud, en plein océan Indien austral. La prochaine île n'a aucune population permanente, aucun accès programmé et un historique de débarquement qu'on peut compter sur les doigts d'une main. Voici l'île numéro 8. L'île McDonald, à environ 4000 km au sud-ouest de la masse continentale la plus proche, en plein océan austral. Vue d'en haut, elle ressemble à une petite île volcanique posée à côté d'une voisine bien plus vaste, mais c'est l'un des territoires les moins visités de tous les pays du monde. Le premier débarquement documenté a eu lieu au début des années 1970, quand un hélicoptère a déposé 2 scientifiques sur l'île. Ils n'avaient tenu que 45 minutes pour l'examiner avant d'être récupérés. 9 ans plus tard, un véhicule amphibie a amené une autre petite équipe sur la côte, qui a passé 5 jours à cartographier le littoral, étudier la faune et réaliser le premier relevé scientifique détaillé du lieu. Depuis, personne n'a documenté de nouveaux débarquements, et l'île que ces scientifiques ont explorée n'existe plus sous la même forme. Dans les années 1990, des éruptions volcaniques ont poussé de la lave fraîche dans l'océan, soudé entre eux des blocs rocheux séparés et rasé entièrement la végétation de l'île. Sa superficie a pratiquement doublé et elle a gagné près de 100 mètres d'altitude. Une bonne partie de ce qu'on voit aujourd'hui sur les images satellites n'existait tout simplement pas lors de ce dernier débarquement. Sous sa forme actuelle, de vastes portions de l'île n'ont jamais été foulées par un pied d'humain. Un programme de recherche nationale est enfin retourné dans la région avec des expéditions d'envergure en 2025 et 2026, avec brise-glace, hélicoptères, canaux pneumatiques, drones et équipes formées aux conditions extrêmes. Malgré tout, ils n'ont pas débarqué sur l'île McDonald. Les scientifiques l'ont relevé depuis les airs et depuis les eaux environnantes, laissant 1980 comme la dernière année confirmée où quelqu'un a réellement posé le pied dessus. 2 débarquements documentés, 6 jours de présence humaine sur toute l'histoire connue de l'île, et un volcan actif qui, depuis des décennies, façonne en silence une île que personne n'a encore complètement explorée. Pour la dernière étape de ce classement, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Seulement 2 km d'une île qui n'a été foulée que 2 fois, un autre bout de terre surgit de ce même tronçon d'océan déchaîné. Il est plus petit, plus difficile d'accès et aucun débarquement humain n'y a jamais été confirmé dans les registres officiels. Voici la dernière île, le rocher Mawson, qui se dresse dans l'océan austral à environ 2 km au nord-ouest de l'île McDonald. Officiellement classé comme un simple rocher, il est néanmoins considéré par les relevés scientifiques comme l'une des 3 îles distinctes de ce même groupe. Il ne culmine qu'à environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer, et cette petite taille pourrait justement le rendre encore plus difficile d'accès que sa voisine plus grande. Une expédition devrait d'abord parcourir environ 4000 km depuis le continent le plus proche, à travers certaines des eaux les plus hostiles de la planète. Et c'est là que commence vraiment la partie difficile. Un grand navire ne peut pas simplement s'amarrer à côté du rocher Mawson. Une petite embarcation devrait se maintenir contre ces falaises, exposée pendant que les vagues la soulèvent et la projettent contre la roche. De là, il faudrait encore grimper jusqu'au sommet d'un rocher presque aussi haut qu'un immeuble de 5 étages, sans port, sans plage et sans aucun endroit protégé ou accosté. L'option la plus sûre serait sans doute un hélicoptère en vol stationnaire, le temps qu'un grimpeur descende en rappel jusqu'au sommet. Mais aucun exploit de ce genre n'a jamais été confirmé. Les registres géographiques officiels indiquent pas sa position, son altitude et l'histoire de son nom, accompagnée d'une unique photographie prise en 1980,
mais aucune trace de débarquement. Même quand les chercheurs sont revenus avec un navire de recherche à la pointe de la technologie en 2025 et 2026. Ils ont relevé le groupe d'îles avec des bateaux, des hélicoptères et des drones, sans jamais réussir à y poser le pied. Alors après tout ça, laquelle de ces îles auriez-vous vraiment envie de découvrir? Dites-le en commentaire, et si cette vidéo vous a plu, un petit like et un abonnement, ça aide vraiment plus qu'on ne le pense. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout.